Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, on va parler des domaines skiables qui se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée. Cette année, ce n'est pas la neige qui fait défaut en montagne, bien au contraire, mais les remontées mécaniques. Avec le Covid, elles sont malheureusement toutes fermées en France. Seuls les professionnels, les élèves en biqualification ski, les skieurs de haut niveau et les mineurs licenciés dans un club peuvent en profiter. Pour le moment, aucune réouverture n'est prévue avant la fin du mois de février. C'est donc un véritable crève-cœur pour les professionnels, que ce soit dans les Pyrénées, les Vosges, le Massif central et même dans les Alpes. Certaines petites stations pourraient avoir bien du mal à surmonter cette crise. Alors pour en parler plus en détail avec nous, Laurent Reynaud, il est délégué général de Domaines Skiables de France. Laurent Reynaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Alors, les remontées mécaniques sont toujours fermées, alors que nous sommes en pleine période évidemment de vacances de février. J'imagine que c'est un coup qui est très dur pour vous. Comment le vivez-vous ? Écoutez, nos salariés et nos entreprises, évidemment, souffrent, tout comme nos clients d'ailleurs, les skieurs, de voir autant de neige et de ne pas pouvoir utiliser les pistes de ski alpin, les remontées mécaniques. C'est la décision qu'a prise le gouvernement pour éviter que les gens se rendent dans les stations de sport d'hiver pendant cet hiver. Il y a 10 millions de personnes chaque année qui se déplacent pour venir dans nos stations. Le ski reste le moteur de cette attractivité. Puisqu'on constate aujourd'hui une baisse de fréquentation de l'ordre de moins 80% à Noël, moins 70% là pour les vacances de février. Donc voilà, la montagne est toujours belle, été comme hiver, même automne et printemps. Elle est encore plus jolie sous la neige. Mais c'est vrai que sans le ski alpin, il y a moins de monde pour s'y promener parce que du coup, faut être connaisseur, faut avoir du matériel, ça demande une certaine condition physique. Et en montée mécanique, c'est quand même, on n'a pas fait mieux pour démocratiser l'accès de ces grands espaces au plus grand nombre. Et effectivement, sans ces remontées mécaniques cette année, la montagne n'est pas la même. Et alors, quelles conséquences cela a pour les stations de devoir comme ça laisser fermer les remontées mécaniques alors que la neige est au rendez-vous, vous le disiez? Écoutez, les conséquences, elles sont d'abord sociales. C'est-à-dire que la totalité des salariés dans nos entreprises sont en activité partielle. C'est vrai aussi de beaucoup de salariés dans d'autres entreprises touristiques de stations. Je pense en particulier aux hébergeurs professionnels. Je pense à un certain nombre de commerçants qui sont soit fermés parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation touristique, soit ouverts mais avec moins de salariés parce que il n'y a pas la même fréquentation touristique. Donc moins de recettes générées sur le territoire, moins de recettes fiscales pour les collectivités territoriales. Il faut bien voir que cette fréquentation touristique, elle permet non seulement de donner du travail à tous les gens du territoire, mais elle va aussi donner des moyens aux collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités, les départements, au travers notamment de la taxe sur les remontées mécaniques, pour financer tout un tas de services publics, des écoles, des crèches, des bibliothèques, des services. Il va y avoir une équation extrêmement difficile cette année pour tous les territoires de montagne et pour tous les plus réactifs qui vivent en montagne et qui vivent de la montagne. Donc on se serre les coudes et on se dit qu'il y aura d'autres années enneigées, bien enneigées comme celle-ci, et on donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine pour être dans les starting blocks pour la saison d'hiver. 2021-2022, on doit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, vous ne croyez plus à une réouverture pour cet hiver ? Écoutez, ça semble difficile. L'ouverture des remontées mécaniques, elle a été feuilletonnée en décembre, elle a été feuilletonnée début janvier, elle a été feuilletonnée début février. Aujourd'hui, nul ne sait s'il y aura ouverture avant la toute fin de la saison, mais finalement c'est plus vraiment le sujet parce que une fois que les vacances de Noël, celles de février sont passées, il y a moins de 20% de la saison qui resterait à faire. Donc là n'est plus vraiment la question. Je pense qu'on a beaucoup perdu d'énergie à travailler sur une ouverture potentielle, à travailler des protocoles, à travailler des centres de tests sur le Covid, à mettre en œuvre des équipements permettant d'accueillir une fréquentation normale, quasi normale. Et en définitive, l'État n'a pas eu confiance dans les montagnards pour accueillir cette fréquentation-là et a décidé de fermer les remontées mécaniques. Vous parliez de la baisse de fréquentation constatée évidemment dans les stations. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'impact sur le plan financier? Vraiment, on peut donner un chiffre aujourd'hui de la perte engendrée pour les stations ou c'est encore trop tôt? Non, c'est tout à fait possible puisque on connaît très précisément les forfaits vente de ski vendus chaque année. On sait très bien que cette année, il n'y en aura aucun ou très peu en fonction de la façon dont l'hiver se terminera. C'est donc déjà 1,4 milliard
de dépenses touristiques qui n'auront pas lieu. Et puis, on sait aussi que pour chaque euro dépensé dans le forfait de ski, ce sont 6 euros supplémentaires, donc un total de 7 euros à la fin, qui sont dépensés sur le territoire de la station au travers, toujours pareil, des commerces, des écoles de ski, des locations de ski, de l'hébergement, etc. Et donc, on peut évaluer sans se tromper les dépenses touristiques chaque hiver dans les stations françaises à peu près 10 milliards d'euros. Et cette année, ce sont donc pas loin de 10 milliards d'euros qui sont perdus, parce que même s'il y a une fréquentation résiduelle, les niveaux de dépenses des clientèles résiduelles qui viennent en station ne sont pas du tout les mêmes. Les restaurants sont fermés, les remontées mécaniques sont fermées, il y a beaucoup moins d'activités à pratiquer, les séjours sont moins longs, ce sont souvent des gens qui sont propriétaires, qui ne payent pas ou peu leur hébergement. Donc cette année est une année vraiment à nulle autre pareille, et on espère ne pas en revoir comme celle-là, parce que c'est terrible pour les salariés, c'est terrible pour les entreprises, c'est terrible pour les skieurs eux-mêmes. Et oui, c'est ça. Et ça veut dire que des domaines skiables, clairement, des petits notamment, à moyenne altitude, pourraient mettre la clé sous la porte ? Écoutez, ce n'est pas impossible. Vous pourrez renoncer, ne trouvant plus d'équilibre financier, à pratiquer le ski alpin. Ça pourrait se produire. Il n'y a pas de raison que dans notre secteur, on ne puisse pas, comme dans n'importe quel secteur industriel ou touristique, avoir des réussites et avoir des échecs. C'est sûr que les équilibres économiques ne sont pas simples à trouver, parce que un domaine skiable, c'est beaucoup de coûts fixes engagés, c'est beaucoup d'argent immobilisé. La montée mécanique, les équipements, la neige de culture, les engins de damage, on ne se rend souvent pas compte de tout le travail qui est nécessaire pour ouvrir une simple piste de ski, et ça nécessite des niveaux de fréquentation élevés pour pouvoir le rentabiliser, et des niveaux d'implication des capitaux privés et publics qui, s'ils ne donnent pas lieu à rentabilité, peuvent mettre en péril l'existence même du ski alpin sur certaines communes. Ça peut arriver. Mais alors, on a quand même un peu le sentiment, et notamment à Noël, que finalement les stations, dans l'ensemble, ont pu parfois tirer un peu leur épingle du jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, malgré la baisse de fréquentation évidemment énorme que vous avez annoncée tout à l'heure ? Vous avez tout dit. Vous avez donné les deux faces de la même pièce. Côté pile, des clients qui, quand ils sont venus, ont passé un séjour agréable. Il y avait la neige, il a fait beau, ils ont pu pratiquer un certain nombre d'activités, pas le ski alpin. Côté face, seuls 20% des clients habituels sont venus, et peu d'entre eux ont trouvé que c'était mieux sans remontée mécanique. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'être capable de faire vivre des territoires entiers, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, enfin je vais pas citer tous les départements de montagne équipés de stations, mais c'est une chose d'avoir un peu de fréquentation, c'en est une autre d'être capable de faire vivre un territoire. J'évoquais tout à l'heure les retombées fiscales, en particulier de ces dépenses touristiques, et la capacité qu'elles donnent aux collectivités territoriales pour financer des services publics déficitaires. C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec une petite fréquentation anecdotique. C'est quelque chose qui nécessite une fréquentation touristique telle que celle que l'on connaît habituellement, et telle que le ski est toujours et sera toujours dans les décennies à venir capable d'apporter au territoire la plupart du temps, nonobstant effectivement quelques questions d'équilibre, d'équations économiques qui sont parfois complexes à résoudre. Et alors on le disait, c'est un peu la possibilité donc pour les stations de se réinventer en proposant donc des activités autres, comme par exemple le ski de rando, la raquette, qui pour le coup ont pris de l'essor, et ça c'est quand même une satisfaction, j'imagine. Ça permet de découvrir la montagne autrement et les domaines skiables autrement finalement. Tous ceux qui ont l'habitude de découvrir la montagne enneigée au travers des remontées mécaniques, et je redis que les remontées mécaniques sont vraiment le moyen de rendre la montagne en hiver accessible au plus grand nombre, et tous ceux qui voulaient malgré tout mettre les pieds dans la neige et y faire des choses ont pu peut-être s'essayer, si ce n'était pas fait déjà avant, d'autres pratiques hivernales de montagne, et tant mieux. C'est une excellente chose qu'on ait pu maintenir un petit talon de fréquentation. Pour autant, il n'y a pas lieu d'imaginer que ça puisse compenser la perte liée au ski alpin, malheureusement. J'en veux pour preuve tout l'emploi dont nous sommes privés et toute cette activité partielle qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre, parce que des gens qui vont faire des raquettes, sans consommer dans les restaurants et sans louer des skis, etc. C'est quelque chose qui fait vivre beaucoup moins de monde. Ça peut donner du plaisir, tant mieux. C'est quand même une pratique un peu plus élitiste. Il faut quand même avoir une condition physique qui n'est pas la même, mais vous allez rarement faire
1000 mètres de dénivelé en raquette. Ça nécessite aussi une connaissance du terrain parce que la montagne est moins sûre dans les endroits où elle n'est pas aménagée. Et il faut d'ailleurs en profiter pour rappeler que le risque d'avalanche en particulier est présent cette année, notamment du fait que les pistes de ski n'étant pas ouvertes, le manteau est moins stabilisé. Est-ce que vous comprenez quand même que finalement les remontées mécaniques restent fermées en France alors qu'elles sont ouvertes par exemple en Suisse, en Andorre et en Andorre également, tout à fait. En Espagne, écoutez, non, on a renoncé à le comprendre. Ce qui est sûr, c'est que nulle part, en tout cas dans l'arc alpin européen, la saison ne peut être qualifiée de bonne parce qu'en fait, partout, des confinements viennent, des interdictions, des restrictions de se rassembler, etc., de se déplacer. Donc partout, la saison est difficile. Chez nous, le gouvernement a pris une décision centralisée et radicale. Toutes les remontées mécaniques sont fermées, point. C'est une position qu'on a combattue parce qu'on a la conviction qu'on était en capacité de proposer un sport sain pour la tête et pour le corps en toute sécurité. Je pense personnellement qu'on est bien plus en sécurité sanitaire sur un télésiège ou sur une piste de ski qu'on ne peut l'être dans une grande surface ou dans un métro, mais cet avis ne l'a pas emporté. Force est de le constater, et aujourd'hui on ne va pas épiloguer sur ce sujet. Il faut qu'on mette en sécurité nos entreprises, nos territoires, que le gouvernement tire les conséquences de la décision qu'il a voulu prendre en sauvegardant cette économie pour que l'année prochaine, les mêmes entreprises, les mêmes salariés puissent régaler les mêmes clients que d'habitude. Alors on sait que le milieu de la montagne s'est pas mal manifesté en vain pour réclamer une réouverture au plus vite. Le Conseil d'État a même été saisi. Et vous-même, Domaine Skiable de France, vous vous êtes entretenu à plusieurs reprises avec le gouvernement. Jamais vous avez senti finalement de leur part une volonté de réouverture? Il y a eu une volonté sans doute sincère de nous réouvrir après les vacances de Noël. Le 7 janvier avait été donné comme une date non pas de revoyure, mais bien une date de réouverture des remontées mécaniques. J'ai personnellement participé à la réunion dans laquelle le Premier ministre l'a annoncé comme tel. Et puis, à l'issue des vacances de Noël, il y a eu la crainte d'une troisième vague. Et puis, il y a eu les variants qui sont arrivés en janvier. Et donc, en fait, cet espoir s'est évanoui. Encore une fois, je pense que la montagne et le ski en particulier a pâti d'un certain nombre de préjugés qui peuvent exister dans l'esprit des gens, dans l'esprit à Paris notamment. Une image assez cliché, comme si la raclette ou la fondue était plus dangereuse dans un chalet alpin que dans un appartement parisien. On ne partage jamais une raclette ou une fondue qu'avec les gens avec lesquels on décide de partager sa tablée, donc c'est rarement des inconnus et finalement... on voit pas pourquoi ce serait plus dangereux en station qu'ailleurs. Je pense aussi qu'on paye très cher un cas très particulier de cluster qui a eu lieu à plus de 1000 kilomètres de chez nous. Je pense en Autriche, à une station de sport d'hiver autrichienne dans laquelle un cluster s'est développé, mais jamais sur la montée mécanique, bien entendu. Ce ne sont pas des gens qui ont été contaminés à l'occasion de la pratique du ski alpin, chose que nous n'avons pas réussi à faire entendre au gouvernement français. Encore une fois, je pense qu'il est plus temps d'épiloguer sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre la décision qu'il a prise. Il l'a prise. Aujourd'hui, il faut absolument que cette décision, que d'aucuns considèrent comme injuste, fasse l'objet de mesures compensatoires fortes sur l'ensemble de l'écosystème. Et une des choses qu'on a du mal à faire entendre à Paris et à Bercy, c'est que notre écosystème économique est extrêmement saisonnier. Il est hyper saisonnier. En 4 mois de fermeture, on perd en réalité 95% du chiffre d'affaires de l'année tout entière. Cette fermeture qui n'a été décidée que pour les quelques semaines d'une saison d'hiver, en fait, elle va nous affecter sur l'ensemble de l'année 2021. Elle va affecter nos fournisseurs puisque les investissements vont évidemment être mis en berne et donc les entreprises, cette partie immergée de l'iceberg, les entreprises de services et de produits industriels qui habituellement commercialisent pour entre 3 et 400 millions d'euros d'investissements réalisés chaque année par les domaines skiables, c'est-à-dire 25% des recettes réinvestis chaque année. Cette année, ce sera pas zéro, mais pas loin, quoi. Et là aussi, il va y avoir du dégât industriel. Il faut éviter qu'on se retrouve avec des friches industrielles ou des personnes sans emploi, y compris dans les plaines. Et ça, il faut bien que le gouvernement l'identifie parce que un fournisseur de la montagne, il sait que lui aussi, il fait son année entière sur 4 mois de saison d'hiver finalement. Et donc tout cet écosystème est touché. Donc ça veut dire que vous allez continuer à faire entendre tout cela auprès du gouvernement? On ne cesse de l'expliquer et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Le gouvernement nous écoute. Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme, Joël Giraud, lui-même montagnard, qui
bien sûr, sur l'égalité des territoires est très présent. Le Premier ministre n'est pas éloigné de ces considérations. Il est lui-même montagnard de cœur. Donc, il y a une forme d'écoute. Après, le diable se cache dans les détails. On a régulièrement des annonces qui ne sont pas nécessairement suivies des faits ou suivies des faits avec des conditions restrictives qui n'avaient pas été mises en avant et qui annihilent tout ou partie des annonces qui ont pu être faites. C'est un travail harassant juste pour tenter de survivre jusqu'à l'hiver prochain. Alors qu'en est-il des aides annoncées par le gouvernement pour faire face à cette fermeture? Est-ce qu'elles ont toutes été mises en place déjà? Alors la seule aide qui fonctionne, et depuis le début de la crise, j'entends là depuis le tout premier confinement le 15 mars 2020, c'est l'activité partielle. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement a tout de suite fait, a fait fort, avec une prise en charge dite sans reste à charge. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a toujours les congés et la mutuelle qui reste. Mais malgré tout, ça permet d'éviter le drame social, d'éviter le licenciement, d'éviter la non-reconduction des contrats saisonniers, en tout cas pour ce qui nous concerne, puisqu'on a embauché la totalité des saisonniers aux remontées mécaniques et sur les domaines SCAM. Et c'est donc un point majeur, mais qui doit se poursuivre jusqu'au 31 décembre de l'année 2021, puisque comme je vous l'expliquais, on a effacé une année totale. Donc il ne s'agira pas, au moment où les remontées pourront tourner à nouveau, de nous dire vous n'avez plus besoin d'activité partielle. En réalité, on a besoin de mettre l'entreprise en mode sauvegarde, en mode de survie, de combat, si vous voulez. Et pour ça, il faut évidemment réduire la voilure partout où c'est possible. Après, l'autre pilier de la sauvegarde des domaines skiables, c'est une indemnisation qui a été promise à hauteur d'un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires normal d'un hiver, c'est-à-dire en fait à peu près à hauteur de 2/3 de nos charges fixes. L'industrie des remontées mécaniques, une industrie dans laquelle il y a énormément de coûts fixes, des coûts exposés indépendamment de la fréquentation, qu'on ne peut pas effacer. Et le gouvernement s'est engagé à prendre en charge à peu près 70% de ces coûts fixes. Dans les faits, ce sera sans doute un peu moins, ce qui veut dire qu'il va quand même nous rester un tiers des coûts fixes, ce qui n'est pas rien, à gérer au travers de reports, de négociations avec les fournisseurs, avec les banquiers. Il va falloir qu'on gère. Ce sera de toute façon une année déficitaire, évidemment, puisque zéro recette ou epsilon, l'été représentant en moyenne 2% du chiffre d'affaires d'une année. Donc ça va être une année très très difficile économiquement, mais si l'aide qui nous est promise nous est effectivement apportée, eh bien cette aide sera de nature à nous permettre d'enjamber ce terrible hiver 2020-2021. Mais pas un seul centime n'a été touché pour l'instant au titre de cette aide qui nous est promise, mais qui tarde à venir. Elle n'est d'ailleurs même pas détourée, même pas validée aujourd'hui, ni avec Bercy, ni avec Bruxelles. Oui, donc ça, vous allez rester vigilant jusqu'au bout, j'imagine, pour que vous puissiez toucher cette indemnisation en question. Non seulement on est vigilant, mais on a un vrai problème de trésorerie, puisqu'on n'a pas touché 1 euro de recettes, pratiquement, encore une fois, modulo les recettes de l'été qui sont marginales, depuis le 15 mars de l'année dernière. Et on n'en touchera pas jusqu'en décembre de cette année. Donc là, on a 1 an et demi à enjamber, avec des coûts fixes qui sont là, avec des annuités d'emprunt, avec des charges de salaire qui ne peuvent pas être effacées, des loyers. On a un niveau de charges fixes extrêmement élevé. Et donc, le fait de ne pas avoir de trésorerie à un moment où d'habitude on est à notre maximum, au contraire de trésorerie, c'est une situation qui chaque jour devient plus anxiogène pour nous. On a bien sûr sollicité des PGE, des prêts garantis par l'État, qui devront être remboursés. Il ne s'agit pas d'une subvention, il s'agit d'un prêt qui doit être remboursé à brève échéance. Et puis, on a sollicité des lignes de trésorerie auprès des banquiers qui nous suivent parce qu'ils ont confiance dans l'économie. Mais cette aide devait nous être apportée en février. Elle ne nous sera probablement pas apportée avant le mois d'avril, dans le meilleur des cas. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Laurent Reynaud, de nous avoir répondu. On rappelle que vous êtes délégué général de Domaines Skiables de France et vous vous exprimiez avant tout sur la fermeture des remontées mécaniques dues à la crise sanitaire. Merci à vous. À très très bientôt, Florent, et au plaisir d'écouter vos chroniques. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.